Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler justement comment aligner sa stratégie cybersécurité avec son budget. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup aujourd'hui. Donc je vais juste me présenter rapidement. Donc moi je suis Rudy Alia, je suis Global CISO chez SQLI. Donc c'est une société digitale qui a à peu près 40 ans aujourd'hui. Où on va travailler sur énormément, c'est une sorte de... Ouais, c'est une ESN, hein, mais vraiment orientée sur le digital. On est un peu plus de 2300 personnes avec 600-700 prestataires. Et on va travailler essentiellement sur tout ce qui est développement, tout ce qui est digital. Donc on va trouver des applications mobiles, des applications sur le web. Et on va travailler et on est coté en bourse aussi, donc on a beaucoup on va dire d'exigences côté fonds, côté direction, pour justement comment gérer aussi le budget, pas exploser les budgets et faire quelque chose qui est cohérent avec les demandes du client et les demandes du besoin interne. Je vais vous expliquer un petit peu l'alignement. La question qu'il faut se poser au début, c'est est-ce que votre entreprise pense-t-elle à la cybersécurité comme un coût obligatoire ou un investissement stratégique? Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on va avoir les deux. Moi, je connais des sociétés où on est juste un coût. C'est pour ça, des fois, vous allez avoir un RSSI qui est arrivé. Et pourquoi? Parce qu'un peu c'est la mode, un peu on a besoin de quelqu'un pour vérifier la sécurité. Après, il y a aussi la problématique oui et non. Si on intègre un RSSI dans la DSI ou pas, c'est une grande question. Des fois, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bien sûr, le DSI va essayer de défendre son périmètre. J'ai pas vraiment de débat sur ça. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser d'abord, c'est savoir est-ce que finalement vous êtes un coût, simplement un coût, ou c'est vraiment une stratégie de la société d'avoir une équipe cyber, d'avoir des investissements cyber. Une des solutions qui pour moi est le plus important sur cette partie-là, c'est pas simplement d'être noyé dans le budget de la DSI ou dans le budget de n'importe quel BU, c'est d'avoir, même si vous êtes intégré dans un budget global, c'est d'avoir un budget séparé. D'avoir votre budget cyber, d'avoir votre budget spécifique. Pourquoi? Ça vous permet déjà de bien établir ce qui est de la cyber, ce qui est sous votre responsabilité et ce qui est sur la responsabilité de la DSI ou d'autres entités. Et aussi, ça vous permet aussi de venir défendre votre budget plus facilement, défendre votre budget devant le DSI, devant la direction. Et ça, c'est aussi important, parce que vous ne devez pas défendre votre budget seulement devant la DSI, c'est aussi devant la direction. Parce que le DSI, il a toujours ses obligations. Et lui, après, il y a le petit quota que je pense qu'il y en a peut-être qui connaissent. Ça dépend des sociétés. Ça va être 2% de la DSI, c'est alloué à la sécurité. La DSI doit être à 4% du budget, du chiffre d'affaires annuel. Enfin voilà, c'est des petits pourcentages de DAF. Hein. Et c'est vrai, c'est des choses que quand vous êtes intégré dans un budget et vous êtes un peu effacé, c'est des choses que vous ne pouvez pas défendre. Vous ne pouvez pas défendre, vous ne pouvez pas venir aller chercher l'information et essayer de lever plus de fonds pour votre besoin. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le contexte stratégique. Pourquoi la cybersécurité aujourd'hui est un levier et pas une dépense. C'est un peu comme ça qu'il faut amener les choses à vos directions. C'est comment vous allez utiliser ce levier-là. Alors je vais vous faire des choses qui vont vous paraître un peu communs, parce que c'est un peu comme ça, comment on va faire passer ça à la direction. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, on va essayer de leur faire peur, on va leur donner des chiffres. Donc je vais vous donner des chiffres aussi, mais je vais vous expliquer aussi comment les utiliser. Aujourd'hui, par exemple, le coût moyen d'une cyberattaque en 2023, c'était 4,45 millions de dollars, selon les sources. Hein. C'était vraiment une cyberattaque importante. Il y a une perte quand même conséquente. Donc ça peut être un levier. Ça peut être quelque chose que... Alors oui, c'est des chiffres. Oui, bien sûr, on vous dit souvent, oui, mais c'est chez les autres parce qu'ils sont exposés, parce que ça. Évidemment. Alors moi, dans mon expérience, des choses qui me donnent différents. Ils me disent, mais comment ils font les autres? Pourquoi on ne s'aligne pas aux autres? Alors je leur explique aussi des fois que les risques ne sont pas les mêmes. C'est aussi pour ça qu'il y a les leviers. Les leviers, alors il y a aussi montrer la concurrence, montrer les concurrents. Comment? Moi par exemple je suis dans SN, quand il y a eu Capgemini qui s'est fait bien hacker, hein, c'était un point, un levier.
ça m'a permis de faire une sensibilisation dessus en disant regardez nos concurrents. Pourtant, c'est une grosse boîte. Pourtant, la sécurité, ils ont peut-être 30 ou 40 millions de budget dessus. Et pourtant, ils sont fait hacker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, il y a du budget, il y a des choses, mais quel est le niveau, finalement, de risque que vous pouvez mettre par rapport à ce sujet-là? Et ça vous permet d'avoir des leviers. Un deuxième levier que vous pouvez voir aussi, qui est très très important pour les sociétés de services, enfin, là, je vous parle par rapport à un cas pratique, c'est qu'aujourd'hui, 88% des clients, ils ne travaillent plus avec vous si vous avez une fuite de données. Ah oui, pour les Capgemini, des choses comme ça, bien sûr, vous avez d'autres leviers, on va dire, politiques. Politiques, parce que voilà, c'est des 300 000 personnes, c'est pas pareil, c'est normal. Mais pour les structures plus petites, les PME, les structures de 500 000 personnes, c'est moins évident. Vous n'avez pas les mêmes relations avec les clients. Vous n'avez pas les mêmes relations. Donc automatiquement, quand vous avez un risque de perdre un client parce que finalement vous n'avez pas mis le financement. Alors après, je vais vous expliquer, c'est pas financer pour financer. Je vais pas vous dire il faut dépenser, vous sortez, allez, il faut dépenser 10 millions d'euros. C'est pas ça. C'est réfléchir à comment utiliser les leviers par rapport à un budget que finalement on vous bloque un petit peu parce qu'on vous l'alloue. Vous essayez chaque année de proposer des choses, mais il faut utiliser ces leviers-là. Un client qui s'en va, c'est une diminution du budget, du chiffre d'affaires, excusez-moi. Donc c'est très important de l'utiliser aussi. Et ensuite, une des choses très importantes, bon, je pense que vous le connaissez, mais il a augmenté depuis une dizaine d'années. Il y a 10 ans, on était à 75-80%. Là, on est à 95%. 95% aujourd'hui des brèches, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est les phishing, c'est les mauvais mots de passe, c'est plein de sujets comme ça. Le phishing, bien sûr, on fait des tests de phishing. Mais moi, je fais des tests de phishing. J'en fais avec un programme annuel qui sort presque 17 000, ou je crois que je suis à 17 000 aujourd'hui phishing par an, sur l'ensemble de tests de phishing. Pour ça, j'ai des périodes où j'ai des vulnérabilités qui sont très élevées. Pourquoi? Parce que les gens, parce que vous êtes vicieux aussi, vous faites comme les hackers. Les Jeux Olympiques, on va sur les Jeux Olympiques. Quand il y a le Black Friday, vous faites du Black Friday sur les outils que vous avez en interne. Il faut être intelligent aussi sur ça. Mais ça permet de les rassurer. Et c'est vrai qu'on a vu aussi moins de phishing, moins d'alertes. Mais c'est important. L'humain est vraiment au centre. Je sais que je ne parle pas trop fort parce que je ne sais pas s'il y a des éditeurs autour, mais il n'y a pas de solution miracle. Les solutions miracles, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un outil qui fait tout, un outil qui va vous dire c'est bon, moi j'ai l'EDR, c'est bon, je ne fais plus rien. Non, c'est pas vrai. L'EDR, vous pouvez le bypasser. Vous avez des fois des ouvertures que vous êtes obligé de faire à cause du client. Des fois, c'est des besoins, des choses comme ça que vous avez besoin de faire. Et finalement, s'il n'y a pas de revue, s'il n'y a pas un travail qui se fait en continu par l'être humain, ou des choses que vous mettez en place derrière, finalement, vous vous retrouvez dans une situation où l'être humain il va vous créer des problèmes. Et ça, moi, je ne sais pas si j'ai des RSSI devant moi ou pas, mais ça, c'est des choses que vous avez au quotidien pour des projets avec les clients. Vous avez au quotidien des choses qui ont été faites et qui finalement, on se retrouve dans une situation où vous vous retrouvez dans un cas, un problème, vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il y a 6 mois, parce que vous avez du legacy. Moi, j'ai eu des cas où j'ai eu des GitLab branchés avec d'autres pays, sans donner de nom, où il y a des problèmes d'espionnage. Donc pourquoi? Parce que c'était le client qui avait demandé pour un POC. Les choses ont été perdues. Donc c'est des choses qu'il faut. Ces choses finalement, c'est l'humain. L'humain, les actions que vous faites aussi vous, et un peu ce qu'on va expliquer, c'est le budget, les outils ne vont pas pouvoir vous aider à tout. Et ça c'est très important de le comprendre pour pouvoir réfléchir à comment vous allez mettre en place finalement votre stratégie. Et ça c'est quand même assez important d'y réfléchir. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comprendre comment on met des enjeux stratégiques. Parce qu'il y a les enjeux stratégiques cyber, mais il y a aussi les enjeux stratégiques de la société. Il faut l'aligner. Alors, si vous êtes ISO 27001, c'est plus simple. Parce que finalement, vous avez la politique d'engagement de la direction. Elle est obligée de vous orienter ces 2 objectifs. Vous êtes tranquille, si vous dit quelque chose de la direction, vous avez quand même vos objectifs qui sont là, qui sont prévus, et vous savez à peu près où vous allez. Mais quand vous ne les avez pas, comment vous allez réfléchir, comment vous allez apporter ce conseil à la direction pour élaborer des enjeux stratégiques. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte dans votre stratégie? Qu'est-ce qui compte dans votre protection? Vous allez me dire c'est cohérent, mais quelles sont les données?
quelles sont les données et les systèmes. Alors on peut partir sur des business impact. Si vous faites du PCA, du PRA, on peut partir sur business impact. On peut réfléchir sur une analyse de risque. Quand vous avez les actifs, comment vous allez les évaluer, comment vous allez faire la partie DIC. Justement, l'évaluation de votre risque, finalement, va permettre de comprendre. Je vais donner quelques exemples par rapport à ça. La perte de données clients. Une perte de données clients, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous êtes responsable des données clients, avec la RGPD en plus, vous êtes responsable des données de caractère personnel, vous êtes responsable des données des fois financières, des données des fois des clients, il y a des choses, des NDA qui sont signés avec du confidentialité. Vous avez une perte, alors oui, il y a la partie réputation, la partie réglementation, des amendes, des choses comme ça, mais vous avez aussi l'impact direct, qui est, le client c'est fini, vous l'avez quasiment perdu. Comme j'ai dit, après selon les sociétés, selon le niveau d'échange avec les directions et tout, mais vous l'avez perdu votre client. Alors là, c'est le ransomware, celui que tout le monde a peur. On a tous peur, on a des outils qui permettent, mais on sait très bien qu'un EDR va pouvoir, aujourd'hui c'est un peu la solution miracle, mais on sait très bien que demain il y a quelqu'un qui va trouver une brèche, comme Free, un gosse de 17 ans. Voilà, ça peut être n'importe qui va trouver une brèche sur un 0D et qui va nous mettre un ransomware avec un EDR derrière. Donc c'est quelque chose quand même qui est important. Qu'il faut comprendre que ça c'est notre risque. Mais ça, l'impact business, c'est très important et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Comme je parlais tout à l'heure, l'espionnage. C'est pas pour toutes les catégories. Mais quand vous êtes des centres des sociétés de services, vous travaillez pour des clients. Vous travaillez pour des gros clients. Et l'espionnage peut passer par vous. Quand vous êtes des sociétés de luxe, moi je travaille avec beaucoup de sociétés de luxe, eux, ça va être l'espionnage. C'est que ça. C'est leur truc, c'est espionnage. Et si dans 6 mois, je dois sortir quelque chose et quelqu'un me sort le prototype avant, c'est fini. L'industrie aussi, tout ce qui est automobile. Tous ces éléments-là, c'est des choses qu'il faut quand même prendre en compte. Donc l'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est protéger d'abord ce qui touche directement vos clients et vos opérations. C'est pour ça que je fais un petit aparté sur la partie business impact. Souvent, c'est laissé de côté. Parce que, ah oui, mais attention, un PCA, c'est cher. Un PRA, c'est très cher. Il faut une infrastructure. On va parler d'abord de résilience. On va mettre deux serveurs. Si ça tombe, on a load balancing. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on va penser beaucoup à ça en se disant on a la résilience, c'est bon. Mais si on n'évalue pas l'impact, évidemment, si vous avez des serveurs qui vont vous faire travailler tous les jours sur des environnements pour vos développements internes, pour le développement de projets, évidemment, la résilience, c'est important. Ça va rentrer dans le PCA. Mais si vous n'avez pas identifié l'impact, vous allez arriver avec des pressions finalement qui vont venir de part et d'autre. Vous allez avoir le directeur financier, il me dit ouais, moi c'est Sage, c'est pour les paiements. Ok. Vous allez avoir la paye, ouais, je dois payer. Je vais avoir un autre directeur qui va dire attends, les compétences, je suis obligé, sinon je vais perdre du business parce que je peux pas. Vous allez avoir en fin de compte des éléments extérieurs qui vont venir finalement vous diriger un peu sur votre stratégie. Parce que vous n'avez pas pris un peu de temps sur la partie business impact. Quel est l'impact business par rapport aux outils, par rapport aux informations qui sont mises en place et finalement c'est ça qui va vous permettre de réfléchir à comment je vais utiliser les leviers. Ça c'est important, comment je vais utiliser les leviers que je vous montrais juste avant et comment je vais arriver à apporter quelque chose de différent, quelque chose d'intéressant. Ah, évidemment, vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pouvez pas arriver et dire voilà, le business c'est cet outil, c'est 200 000 €. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Il faut le faire intelligemment, il faut le faire avec des éléments. Moi, quand je passe dans le COMEX, j'arrive pas en mode bon voilà, le client il a dit ça, il faut le faire. Ça ne marche pas. Si vous avez un COMEX un peu intelligent, je ne dis pas qu'ils ne sont pas tous, mais bon, il y en a beaucoup qui pensent financier, il y en a beaucoup qui vont penser business. Donc c'est vraiment essayer de faire comprendre l'importance. Alors il y a des aides, les leviers. Je vous dis le levier tout à l'heure. Moi j'ai un levier qui est très bien, c'est j'ai une cyberassurance. Cyberassurance, il me fait une listing, vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas assuré. Ça aide, utilisez-le. Vous avez par exemple, moi j'ai un fonds aussi qui nous vérifie, qui voit ce qu'on fait là derrière. Ça nous permet d'utiliser ce levier. Utilisez vos leviers, mais intelligemment. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Surtout, c'est ça. C'est comment utiliser ces leviers. Le business impact est très important. Alors, peut-être pas partir sur un business impact comme en mode PCA. Peut-être dans l'analyse de risque, vous pouvez évaluer justement les actifs et comment remonter ces actifs-là et comment identifier l'actif qui va être à risque pour vous et sur lequel vous allez
un peu la question que je vous ai posée, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui compte pour la société? Comment vous pouvez utiliser vos leviers par rapport à ce qui compte vraiment? Maintenant, on va rentrer sur comment optimiser. Ok, on a fait le business impact, on a vu qu'on avait beaucoup de choses à faire. Évidemment, vous avez tous les éditeurs qui vont arriver, ils vont vous dire bah, c'est les solutions, c'est ça. Vous allez dire ok, je pars par quoi? Je fais quoi? Je vais aller sur quoi? C'est ça qui est important, c'est je vais aller sur quoi? Alors ça va dans les petites sociétés comme dans les grandes. Hein. Ça va de PME jusqu'à les grands comptes. C'est qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais vous dire une phrase, ça peut peut-être vous faire sourire, mais c'est la phrase que tout directeur veut, faire plus avec moins. Réduire le budget, mais toujours à un niveau de sécurité élevé. Comment le faire? C'est compliqué de changer cette mentalité. Donc c'est utiliser, comme je l'ai dit, les leviers, c'est utiliser le faire moins pour faire plus, mais comment? Vous allez me dire comment. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Je vais avoir un risque qui est assez haut, et la solution, ça va être un SOC avancé. Je sais que c'est un SOC avancé. Mon problème, ma problématique, pour y résoudre, c'est un SOC avancé. Ça va me coûter très cher. Je peux pas, la direction me dit t'as que tant, ou c'est trop élevé, ça coûte 300 000 euros par exemple. Je peux pas. Bah, peut-être que vous allez faire, déjà, vous allez focaliser, prioriser ce qui peut être un coût faible, par exemple, améliorer sa configuration de pare-feu, par exemple, qui va permettre d'avoir les premiers flux, les premiers incidents de sécurité que vous pouvez recevoir, les premières attaques que vous pouvez recevoir, parce que c'est eux qui, comme le nom l'indique, hein, c'est le pare-feu. C'est lui qui va être le premier rempart avant. Donc finalement, en mettant ces éléments-là, vous pouvez améliorer déjà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évoluer sur le budget, mais il faut déjà, votre stratégie, il faut qu'elle soit déjà sur utiliser déjà ce que vous avez et voilà, faire plus avec un peu moins. Bah ça, c'est ce qu'on vit tous les jours et il faut trouver toujours des astuces. Après, il y a aussi des faibles risques. Vous avez envie, oui. J'entends pas, excusez-moi. Ah, SOC. Ah, excusez-moi, parce que c'est un Security Operational Center. C'est une équipe, c'est un outil, une équipe avec plusieurs outils qui vont permettre de faire un centre de service opérationnel pour tous les remontées d'incidents de sécurité. Et quand c'est avancé, ça va aller du niveau 1 jusqu'au niveau 3. Donc finalement, n'importe quel incident, ils vont pouvoir agir directement sur l'ensemble de vos devices, sur l'ensemble de vos infrastructures pour pouvoir intervenir. Donc vous avez le SOC, micro-SOC, aujourd'hui vous entendez parler, donc ils font niveau 1, après il y a des SOC niveau 2, et après il y a des SOC avancés qui vont aller jusqu'au niveau 3 et qui peuvent gérer carrément votre infrastructure. Et après vous avez les faibles risques, c'est un peu la mode aujourd'hui, on parle de l'IA. Donc ok, l'IA c'est génial, c'est vrai. Mais le côté génial, vous avez quelque chose, c'est un peu comme on voit un petit peu l'image que vous connaissez tous sur l'iceberg. L'IA, vous voyez tout ce qui est au-dessus, mais on ne voit pas tout ce qui est en dessous. Aujourd'hui, c'est un problème. Vous avez toutes les sociétés qui veulent aller sur l'IA pour faire un peu comme les autres, c'est vrai. Mais est-ce que, finalement, c'est un coût élevé? Le risque est faible. Peut-être que derrière, améliorer déjà les formations des employés, les sensibilisations avec des simulations phishing et tout, et l'IA, vous allez l'amener au fur et à mesure. Moi, aujourd'hui, j'ai carrément une unité sur l'IA, Data IA. C'est le business qu'on veut aller. On arrive, on vous dit, voilà, c'est le business, on sait, les clients le veulent, on y va. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, d'un côté, vous avez des outils qui vont toucher à votre infrastructure, à votre environnement de l'IA. Comment vous allez le protéger? D'un autre côté, les clients vous disent souvent, et moi j'ai besoin aussi qu'il soit, je veux voir aussi comment vous l'installez chez vous. Et quand vous faites des deals avec Microsoft, ils veulent d'abord que vous l'installez chez vous, par exemple. Comment faire? Ben, c'est pouvoir arriver et cadrer. On met en place une gouvernance IA. Avec le responsable IA et le juridique. On va mettre en place des contrats. Quand on utilise l'IA, si vous voulez, c'est un coût, mais pas que coût financier. C'est un coût de charge aussi. C'est pour ça, finalement, est-ce que le risque d'aller sur ce business-là est intéressant? Peut-être qu'il y aura toutes ces actions à mettre en place derrière. Mais peut-être qu'avant de se lancer sur des outils coûteux, c'est comment cadrer votre IA déjà en interne. Parce qu'il y a de l'IA de plus en plus dans tous les outils. Comment le cadrer aujourd'hui? Comment le cadrer? Par des processus, par des contrats, par des validations avec le client. Est-ce qu'il est d'accord qu'on commence à travailler sur l'IA? Un peu cadrer un petit peu ce qu'on fait souvent sur la sécurité, cadrer un peu l'ensemble pour pouvoir
gérer son risque. Moi, ce que j'aime bien dire souvent, même quand je pars sur des outils, on me dit mais t'as pas peur pour le change? Je dis il y a deux solutions. Soit je sais que c'est un risque sur le change, parce que moi j'ai 1600 développeurs, donc je vous cache pas, je pense que vous travaillez avec des développeurs, c'est très compliqué. Ils ont besoin d'avoir accès à tout, ils ont besoin d'avoir des droits toujours supérieurs, mais finalement c'est eux qui vont créer des problèmes. Moi je leur dis souvent, le change, il y a deux façons de le faire. Soit on leur impose, et là amen qui pourra, ça peut arriver des démissions, ça peut être des blocages de business, et finalement à la fin vous avez tout perdu. Soit je vais réfléchir à contrôler mon risque. Et moi j'ai dit je préfère réduire un tout petit peu mon risque, mais le contrôler, que de dire j'ai un risque et de l'accepter. Voilà, c'est une différence. Mais c'est ça aussi qui est important. C'est important justement quand vous avez ces leviers-là, de savoir comment vous allez intégrer ça. Et quand vous parlez d'IA, oui, il y a beaucoup d'IA, c'est super, mais il y a quand même des risques et c'est coûteux. Donc est-ce que la solution c'est toujours tout de suite d'y aller, ou de réfléchir d'abord, structurer les choses et après on y va. C'est aussi important de ça. Et un peu ce que je disais, c'est investir là où l'impact est immédiat. Ça sert à rien de dire voilà, parce que souvent vous allez avoir ça dans les directions, c'est l'autre société m'a dit qu'il faisait ça, ou l'autre a dit qu'il faisait ça, je voudrais avoir la même chose que lui. Un peu comme le RSSI il y a une dizaine d'années. Il n'y avait pas de RSSI. Maintenant, moi j'ai découvert des gens disant RSSI, ils ont 3 ans d'expérience. Et ils postulent chez moi pour être chef de projet. Je leur dis mais t'as pas d'expérience, ou être consultant GRC, parce que finalement c'est un peu la mode. Et l'IA c'est un peu la mode aussi. Alors on le sait, hein, c'est la vie de tous les jours. Mais l'idée c'est aussi d'y réfléchir aussi dans les investissements qu'on peut faire sur la partie cyber. Là maintenant c'est comment optimiser son budget. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, et ça c'est quand même assez important, c'est exploiter les ressources déjà existantes. Ne partez pas, regardez déjà ce que vous avez autour de vous. Parfois moi ça m'est arrivé d'avoir un alternant qui était très bon sur la partie sensibilisation, qui était très intéressé pour aller faire des ateliers, des choses comme ça. C'est un alternant, ça fait 4 ans qu'il est avec moi. Il fait beaucoup de sujets avec moi. Je le laisse y aller faire des interventions, faire des ateliers avec quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que j'utilise vraiment tout ce que j'ai autour de moi. Je ne vais pas aller acheter un logiciel pour faire de la sensibilisation. Surtout qu'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, mais moi j'ai vu que beaucoup de logiciels de sensibilisation, ça ne marche pas pour ma catégorie, pour mon environnement à moi. Les animations que vous avez, c'est bien, il y a plein de choses et tout. Moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai fait ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai utilisé d'autres choses. C'est quoi? J'ai utilisé les personnes de mon équipe, sont un peu partout dans le groupe. Donc un peu dans la France, un peu au Maroc, un peu dispatchés. Ça me permet de quoi? De les utiliser sur des ateliers. Ça veut dire la sensibilisation que je fais à côté, elle va me coûter. Peut-être que je vais réduire ce coût-là et je vais les utiliser. Alors ça va être des coûts de déplacement, de goodies, des choses comme ça. Mais ça permet de donner une culture. Aussi, ce qui est important aussi, c'est que les gens, il faut qu'ils aient confiance en vous. Un outil acheté, s'il n'est pas utilisé, c'est un outil qui ne sert à rien. C'est une perte d'argent. Donc derrière ça, c'est comment finalement ils vous font confiance. C'est très compliqué. Vous avez des architectes qui vous disent mais moi je sais faire mieux la sécurité que toi. Vous l'avez déjà vécu ça. Et c'est comment finalement leur faire comprendre et utiliser l'existant. Ça veut dire que c'est pas grave d'utiliser un architecte qui n'est pas dans la cyber. Utilisez-le en sponsor. Utilisez-le sur un projet qui peut l'intéresser. Et ça, c'est ça qui est très important. Donc ce que je vous dis, la sensibilisation. Moi par exemple sur la partie sensibilisation, les animations, les workshops, depuis 2 ans, je mets en place une sorte de cyber-tour, j'appelle ça, et ils font le tour de toutes les agences. De toutes les agences pour justement. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un outil mensuel où vous devez les relancer. Vous avez des KPI qui sont, excusez-moi du terme, foireux. C'est des KPI de sensibilisation qui sont pas terribles. Sinon vous devez les serrer derrière. Les serrer en leur disant voilà je vous coupe tes accès, ça. Je l'ai déjà vécu. C'est des choses qui sont pas évidentes. Et finalement, vous vous retrouvez dans une situation où le levier, il marche pas, parce que finalement, devant la direction, vous êtes un poids, vous êtes un coût, un poids parce que vous pouvez bloquer le business parfois. Vous êtes, pour les collaborateurs, vous êtes un point bloquant. Oh là là, la sécurité, ça je pense que tout le monde l'a eu. Oh là là, la sécurité, oh là là, ils nous bloquent encore, oh là, on peut pas rien faire avec eux. Et c'est ça qui est important, c'est comprendre comment aussi, derrière, les rassurer. Et un truc très bête, quand je vous dis, utilisez ce qui est existant. Là, je fais des pentests, je fais des pentests annuels. J'ai beau avoir une politique fermée, du MFA, j'ai beau avoir une gestion des accès verrouillée, avec des revues et choses comme ça, c'est quelque chose de très important.
C'est quelque chose, vous avez beau monter, descendre, il y aura toujours sur un développement. J'ai le cas très régulièrement. Dans le code, ouais, mais parce que j'étais en train de coder, je l'ai mis en commentaire, mais j'ai oublié de l'enlever quand j'ai mis en production. C'est toujours des choses comme ça. Toujours des accès comme ça, la gestion des accès. Vous travaillez avec un client, vous ne faites pas de revue. Le pentest, il va chez le client. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ça peut arriver. Finalement, la gestion des accès que vous mettez en place avec vos projets, avec vos clients, c'est aussi quelque chose d'extrêmement... Et c'est des choses qui ne coûtent pas d'argent. Qui simplement, c'est une configuration, une mise en place de votre budget, de votre stratégie par rapport à qu'est-ce qui est important aujourd'hui. C'est quoi ce qu'il faut faire. Et vous avez des ressources déjà, vous avez des ressources qui sont mises en place. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, bien sûr, il y a des outils qui vont vous aider. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui pouvons aider. Après, essayez d'utiliser aussi la DSI pour le faire. L'ISO aide beaucoup. L'ISO, moi, c'est pas toutes mes équipes qui font ça. Mes équipes, ils vont gérer la gouvernance, ils vont gérer les aspects techniques des outils qu'on a en place. Et par contre, ça va être la DSI qui vont mettre en place ces outils-là parce qu'on leur dit, voilà, il y a une non-conformité, on doit mettre ça pour pas être non-conforme. Et ça nous permet de les guider, de les orienter et de les utiliser. Donc, utilisez tout. Moi, j'ai des sociétés, ils arrivent, ils disent, voilà, on a mis tous les outils. C'est bon, la DSI, débrouillez-vous. Déjà, la DSI, ils vont dire, c'est toujours bloquant. Ils n'ont pas confiance en vous. Ils ne vont pas venir vous voir quand il y a un incident ou un petit incident. Ils ne vont pas venir vous donner un conseil. Et c'est ça aussi, c'est un jeu. Le budget doit... votre stratégie ne doit pas s'orienter que sur le budget. La stratégie doit s'orienter aussi sur les gens que vous avez autour et utiliser les leviers si vous voulez avoir plus du budget. Ça, c'est important. Et il faut savoir un truc. Un bon mot de passe peut réduire les incidents de 30% à un coût minime. Alors oui, vous allez me dire, ça y est, j'entends, ça fait 20 ans que j'entends ça. Les mots de passe, c'est fini. Maintenant, c'est les connexions avec les autres devices. Bien sûr, on a toujours des mots de passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, les mots de passe, ils vont être plus longs. Oui, ça va être, quand on met mots de passe, on parle aussi de clés SSH, des choses comme ça, finalement des clés secrètes. Ça fait partie de cet environnement-là. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude avec un micro en parlant. Ça va faire partie de ces environnements-là, de mots de passe bien structurés, une bonne procédure, une bonne gestion des secrets, une bonne sélection finalement de cette politique de gestion des accès, va vous permettre de réduire beaucoup de choses. Les outils sont là en supplément. Vous avez beau avoir les meilleurs outils du monde, si votre gestion, je vous ai donné quelques exemples. Orange Cyberdéfense. Quelqu'un qui avait des accès plus importants, il a volé des données, il les a vendus sur le Darknet. C'est des exemples tout simples, je ne vous donne pas des exemples, c'était il y a 3 ans, 2-3 ans. Donc voilà, donc c'est les accès qui sont importants. Les accès vont vous permettre, et c'est pas le SOC, et c'est pas le SOC, c'est pas les DLP qui vont plus régler ce problème-là. C'est simplement les accès que la personne avait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le DLP, c'est très... Alors, je parle pas de DLP, mais c'est très compliqué. C'est coûteux, c'est compliqué de taguer l'ensemble des données, comment ils sont... Alors, vous pouvez le faire sur les mails, vous pouvez le faire sur plein de choses, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même assez complexe à mettre en place. Mais c'est des choses que quand vous l'avez sur Microsoft, utilisez-le aussi. Là, moi, je l'ai, j'ai pris une prestation et on l'utilise, on met en place le DLP, parce qu'il est déjà intégré. Utilisez déjà les outils que vous avez. Donc, l'idée, c'est optimiser les ressources existantes pour prévenir les erreurs coûteuses. Ça, c'est très important. Là, je vous le dis parce que j'ai eu ce cas-là, où vous avez l'éditeur qui vous montre des merveilles, vous y allez, vous fermez un peu les yeux, vous voyez que l'outil est génial. Finalement, il vous a vendu peut-être 500 licences ou 1000 licences de trop. Et finalement, ça vous coûte de l'argent. Donc ça, c'est important de faire attention à ça. Construire une stratégie durable. Prévenir, vous connaissez, gérer, innover. Je vais vous mettre une pyramide des priorités comme moi je le vois. Aujourd'hui, la structure, c'est les fondations, c'est la prévention. Prévenir, la formation, les outils essentiels. Les outils essentiels, je ne vais pas vous les donner. C'est vous qui allez les définir. Si vous avez tout sur le cloud, peut-être que vous n'aurez pas besoin de la même chose qu'une autre société qui a tout en interne avec un data center. Mais vous allez avoir le socle qui est fait. La gestion des incidents, c'est quand même quelque chose qui est assez important, qui est notre cœur de métier. Mais suite à la fondation, ça va permettre de gérer les choses qui sont importantes, les gestions des incidents. Après, évidemment, si vous avez du monitoring du SOC, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est à la mano. C'est des process. C'est comment identifier, comment vous remontez les incidents. C'est même pas comment le gérer. Parce que le gérer, je pense que tout le monde sait à peu près gérer un incident par rapport à son expérience. Mais c'est comment l'identifier, comment ils vont le remonter. Et après, l'innovation. L'innovation, je le mets en dernier parce que oui, c'est bien, mais c'est toujours le bas qui blesse chez nous. Et c'est toujours très important de réfléchir à ça. Je vous ai fait un peu l'estimation comme quoi moi je verrais les choses par rapport à mon expérience.
Pour moi, la prévention, c'est 50% de notre budget. 50%, c'est la formation, c'est tout ce que j'ai dit, le socle. Il faut que le socle soit... Le socle change. Il n'y a pas de socle qui reste. Il change. Donc, il faut toujours le faire maintenir. 30% sur la gestion des incidents, sur les outils autour de la gestion des incidents, et 20% sur l'innovation. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que tout doit être imbriqué, mais à des niveaux différents. Alors l'idée, c'est comment construire une stratégie durable. Ça c'est la question, parce qu'une fois que je vous ai dit un peu tout ça, c'est comment la construire finalement. C'est une vision stratégique et alignement. Donc l'idée, c'est collaborer avec les parties prenantes. C'est comme je dis, si vous êtes noyé dans une budget perdu, c'est pour ça que je vous dis souvent, une des meilleures solutions, c'est d'avoir un budget séparé. Pourquoi? Parce que ça vous permet de pouvoir venir le défendre avec les parties prenantes. Déjà, c'est évident qu'un budget cybersécurité doit être obligatoirement validé par la direction. Ça ne peut pas être le DSI. Alors, je ne veux pas renier sur les DSI, mais ça peut pas être, même si vous êtes dans le DSI, ça ne peut pas être le DSI qui valide. Il peut valider un niveau, mais il ne peut pas valider tout. C'est pas lui qui va... sinon, il prend la responsabilité, la vôtre. Il prend la responsabilité du RSSI. Parce que sinon, s'il y a un problème, il ne pourra pas vous taper dessus. C'est lui qui prend la responsabilité. Moi, c'est ce que je fais avec mes équipes. Si je fais quelque chose, c'est ma responsabilité. Par contre, là, maintenant, moi, je vais au COMEX pour vendre mon budget. Je prends la responsabilité de plein fouet. Parce que c'est ça aussi. Vous avez un budget, vous le vendez, vous utilisez le levier pour le faire, pour faire votre stratégie, mais après, vous prenez la responsabilité aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi que la direction soit avec vous. Et ça, très important, c'est les employés. Pour réduire les erreurs humaines, mais aussi pour qu'ils aient confiance en vous. Pour qu'ils aient confiance en vous, que vous lui demandez quelque chose, qu'ils vous font confiance. Et pas qu'ils vont arriver et vont dire « Ah, c'est bon, je sais. Ah, c'est bon, je pense que vous l'avez déjà entendu. Ah, c'est bon, je sais. C'est bon, vous exagérez. » Jusqu'au jour où ils ont tout perdu. Planifier à long terme. Donc l'idée aussi, c'est budget progressif et anticipatif. Réfléchissez aussi à ça. Je veux mettre un EDR. Ok, ça va coûter 100 000 euros. À peu près pour 3 000 licences, c'est à peu près les budgets entre 70, si vous négociez bien, à 100 000 euros. Est-ce que vous êtes capable de le mettre en un an? Est-ce que vous êtes capable de le mettre en un an? Est-ce qu'en un an, vous êtes capable de faire le POC, de faire les tests, de le déployer? Peut-être que le déploiement, vous allez le faire en juin. Donc vos budgets, vous pouvez le couper en deux. En juin, ça va être mis en place fin d'année, et finalement, le budget, vous le coupez en deux avec l'année d'après. Ça veut dire que vous faites des choses progressives. Peut-être un outil que vous allez utiliser pour un périmètre vous allez prendre que 500 licences pour tester, pour voir comment ça évolue, et l'année d'après, vous allez l'augmenter. L'idée, c'est d'avoir une stratégie à long terme. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie du jour au lendemain, c'est bon, j'ai tout, c'est bon, tout est fait. J'ai 6 mois, tout est fait. C'est pas possible, ça ne marchera. Ça n'existe pas et ça ne marchera pas. Après, si vous pouvez me contredire, je suis content. Mais moi, aujourd'hui, avec 10 ans en tant qu'RSSI, ça n'a pas marché. C'est le long terme, c'est la confiance de tout le monde, c'est les échanges, c'est toute cette partie-là. Et une part réservée aux imprévus. Alors ça, je vous donne le conseil un peu pour tout, hein, c'est même pour le travail de tous les jours. Moi, aujourd'hui, même mes équipes, je leur dis, c'est 2 actions par jour, ça doit contenir la moitié de votre temps. Parce qu'il y a toujours les imprévus. Et dans le budget, c'est la même chose. C'est quels éléments vous allez mettre dedans qui vont pouvoir passer parce que vous avez un levier et qui finalement peuvent être utilisés en tant qu'imprévu. Ça, c'est aussi important. Parce que des fois, vous ne pouvez pas leur dire je rajoute 30% d'imprévu. Il va te dire t'es gentil, mais on verra ça s'il y a un imprévu. C'est quel levier vous pouvez utiliser, pas pour augmenter le prix ou quoi, mais quel levier vous pouvez utiliser pour finalement utiliser quelque chose qui n'est pas vraiment obligatoire, mais qui peut vous être utilisé pour un imprévu. En conclusion, je vous fais une petite synthèse. Résumé des points. Priorisez les actifs critiques. Investissez proportionnellement au risque. Et pas aller sur les risques en disant je l'ai vu chez l'autre, il l'a fait. C'est pas comme ça. C'est pas bon. Construisez une stratégie durable. Et là, je vais vous donner un KPI. C'est vraiment un KPI que j'ai remonté du Gartner. Et ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça. C'est celui-là. 80% des budgets alloués, aujourd'hui, sont mal alignés avec les risques réels de l'entreprise. Beaucoup concernent des menaces qui sont justement peu probables ou au détriment de risques critiques, comme la perte de données clients. On va vous dire, mais attendez, je ne peux pas dépenser ça. On va mettre du temps à le mettre en place. Le business, il va en prendre un coup. Oui, c'est vrai. Mais tu vas dépenser plus pour mettre autre chose, peut-être qui n'est pas urgent, un sujet qui est comme ça urgent, et finalement,
Bah, vu ce sondage qu'il y a eu, c'était très important, je voulais vous le remonter, comme quoi aujourd'hui, bah, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais aujourd'hui, voilà, par rapport à ce sondage qui a été fait, à ces interviews qui ont été faites, 80% des budgets sont mal alloués. Et aujourd'hui, voilà, votre question maintenant votre question aussi à avoir, c'est est-ce que votre cybersécurité soutient-elle votre croissance ou freine vos ambitions? C'est un peu la question qu'il faut se poser. Vous avez bien sûr, moi demain j'ai envie d'avoir quelque chose tout carré, j'appuie sur le bouton, tout est nickel et tout. Mais bien sûr, vous n'êtes pas tous une grande société comme moi j'ai rencontré une fois le CISO de Peugeot, il est arrivé de PSA, il est arrivé, il a dit moi je veux un bouton, que si je veux un bouton, j'active tout, je désactive tout d'un bouton. Vous n'avez pas tous le même budget, vous n'avez pas tous les mêmes risques, c'est normal, c'est normal. Donc voilà, c'est vraiment, réfléchissez à ça. Alors, j'ai perdu un peu de temps. Il me reste 1 minute, mais si vous avez des questions, vous voulez poser des questions, des choses comme ça, oui. Ah, il faut parler plus fort parce que j'entends rien du tout de où je suis, moi. Alors, sur la partie business impact, vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui se font sur l'ANSI, où il y a le process avec le tableau de bord. En gros, ça vous permet d'identifier les processus, tous les processus, qui vous permettent, où justement où il y a des données, où il y a des process qui peuvent être à risque, la finance, des choses comme ça. Et finalement, vous avez une interview à faire avec eux par rapport à des RTO, des RPO, donc tout ce qui est les pertes probables, le temps de perte, on va dire le temps de perte que vous pouvez accepter finalement. Et finalement, ce business impact vous permet de voir l'ensemble des actifs et voir la perte probable que vous pouvez avoir. Et ça vous permet de savoir justement, est-ce que vous avez la solution aujourd'hui qui permet de réduire ce risque-là? Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que ce risque-là, si le niveau est élevé, bah ce niveau finalement par rapport à cet actif-là, bah c'est peut-être sur ça qu'il faudra aller. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non? Bon, bah merci en tout cas à tous. Et ben je vous dis bonne journée. Merci.